Et voilà, bonjour à tous. Il est 14 heures et vous êtes les bienvenus pour discuter du financement des ombrières de l'hôpital de Chalon-sur-Saône. Alors, si vous le voulez bien, normalement, vous nous voyez, vous nous entendez. Nous, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Donc, vous avez un onglet questions à droite sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions. On y répondra au fil de l'eau ou à la fin. N'hésitez surtout pas, c'est par là qu'on va pouvoir échanger. On va attendre peut-être 2 minutes, histoire que les derniers arrivants se connectent, parce qu'on ne va pas être trop exigeant sur l'heure quand même. Je vous propose de patienter quelques minutes et n'hésitez pas à poser toutes les questions et parler des sujets qui vous intéressent sur l'onglet questions. Voilà, super, il y a des gens qui se connectent. Bonjour à tous. Vous avez à droite de l'écran la possibilité de nous parler à l'écrit et on vous répondra à l'oral. À Montpellier, il y a le quart d'heure montpelliérain. Je ne sais pas si ça existe à Chalon. On ne va pas attendre un quart d'heure, mais on attend quand même quelques minutes. Là, ça vient. Les gens se connectent petit à petit. Super. Voilà, ça augmente encore un peu. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Pas tarder à démarrer, puis les gens prendront tout ça en route de toute manière. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci d'être là. Nous allons discuter aujourd'hui du financement participatif du projet des ombrières sur le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône. Nous avons divers intervenants. Je vais me permettre de d'abord vous expliquer comment ça va se passer. Je vais ensuite vous présenter et puis on discutera de ce projet tous ensemble. Alors, la première chose dont il faut que vous ayez conscience, je le répète, excusez-moi pour les nouveaux arrivants, c'est que vous nous voyez, vous nous entendez. Nous, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Le meilleur moyen pour communiquer avec nous, c'est l'onglet « Questions » à la droite de votre écran. Vous allez pouvoir nous poser des questions à l'écrit et nous pourrons y répondre à l'oral pour intéresser tout le monde. Vous pouvez poser vos questions et les gens qui n'en posent pas peuvent voter et mettre des plus sur les questions qui les intéressent pour les faire remonter et pour s'assurer qu'on y réponde. A priori, on répondra à tout, mais bon, si vraiment il y a beaucoup de questions, il faudra peut-être faire un choix à un moment. C'est une réunion qui va durer environ 1 heure. Il y aura une vingtaine de minutes de présentation et après, ce sera vraiment un échange entre vous et nous de questions-réponses pour que vous puissiez partir de cette réunion en comprenant ce dont il s'agit et vraiment en pouvant investir de manière éclairée. Voilà. Alors, dans un premier temps, de quoi va-t-on parler? On va parler de Total Quadrant, qui est le développeur, donc la société qui développe le projet, c'est-à-dire qui le met en place et qui le construit. On va parler également du projet du centre hospitalier. Ça, c'est important que vous compreniez bien les tenants et les aboutissants de ce projet. On va parler d'Enerfip et de la collecte, puisque finalement, c'est le principal, hein, et de savoir comment on va investir. Voilà.
Et puis à la fin, comme je vous le disais, on aura un grand temps de questions-réponses. Donc au fil de l'eau, vous posez vos questions sur l'onglet questions. Si c'est une question qui correspond exactement à ce qu'on est en train de dire, bon, on y répondra au fur et à mesure. Sinon, ce sera à la fin qu'on recensera toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu pour y répondre. Donc surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. Alors, je vais vous présenter. Nous avons avec nous Benoît Colas, qui est le responsable du financement participatif. Bonjour Benoît. Bonjour à tout le monde et bienvenue et merci d'être là. Il travaille donc chez Total Quadrant. Et donc je m'occupe. Oui, pardon. Et je m'occupe donc bien entendu du financement participatif et de la relation avec nos co-investisseurs. Voilà. Voilà, le financement. Nous avons de Total Quadrant aussi Sylvain, qui est responsable de l'agence de Dijon. Bonjour Sylvain. Bonjour à toutes et tous, effectivement, Sylvain Maès, responsable de l'agence Bourgogne-Franche-Comté, donc basée à Dijon et donc qui accompagne le centre hospitalier William Morey sur ce beau projet. Merci. Et puis nous avons Eric, qui est directeur des services techniques, de la sécurité et du développement durable du centre hospitalier. Bonjour Eric. Oui, bonjour à toutes et tous. Bah, vous avez tout dit, quoi. Hein, donc, je vais vous laisser. Voilà. Donc, je suis là où je représente l'établissement. Donc, si vous avez des questions sur l'établissement, évidemment, qui va dans le thème, ben, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Super, voilà. Merci Eric. Bon, c'est chouette, on ne peut pas venir vous voir, mais on peut quand même vous parler et répondre à vos questions. Donc, c'est quand même un outil bien pratique. On est tous plus ou moins chez nous au bureau, mais séparés les uns des autres. Ok, et bien c'est parti alors. Hein. On va parler un petit peu de Total Quadrant. Encore une fois, posez vos questions, n'hésitez pas. Plus vous poserez de questions et plus le débat sera animé et intéressant. Je vous laisse parler de Total Quadrant, je crois, ou c'est pas, je ne sais plus, Benoît. Allez, à moi de jouer. Donc pour le cadrage un peu, donc pour présenter notre société, Quadrant est un acteur historique de tout ce qui est énergie renouvelable depuis une vingtaine d'années. Et Quadrant a été racheté par la société plus connue Total il y a environ 2 ans. Donc Total, qui est très connu, donc c'est entreprise avec environ 100 000 collaborateurs et des ambitions en énergie renouvelable fortes. On a comme objectif de viser 100 gigawatts d'énergie renouvelable en 2030. Donc c'est 2030, ça se prépare dès aujourd'hui. On travaille majoritairement avec 3 sources d'électricité verte qui sont notre partie éolienne, solaire et tout ce qui est hydroélectrique. Total Quadrant, on est spécialiste pour la France, donc comme je le disais, des énergies renouvelables. Et on fait tout ce qui est de la conception à l'exploitation des centrales. C'est-à-dire on fait depuis les plans jusqu'à la mise en service, donc l'injection des premiers électrons, et après tout le suivi pendant toute la phase de vie d'une centrale. Et en France, on est implanté dans 17 agences, ainsi que dans les territoires d'outre-mer. Et le siège est à Béziers. Voilà. Donc aujourd'hui, dans les gros chiffres, on a 350 centrales en exploitation sur le territoire et Total Quadrant a 400 salariés. Pour être plus ciblé pour le financement participatif, ça fait nos premiers projets de financement participatif, c'était il y a à peu près 5 ans. C'était à l'époque, c'était très exceptionnel. Et depuis 2 ans, on fait énormément de projets avec donc qui inclut du financement par les riverains et on a environ fait 40 projets et ça représente plus ou moins 12 millions d'euros qui ont été prêtés par des personnes et on a plus ou moins 3000 personnes donc, qui nous ont fait confiance pour nous prêter de l'argent. Voilà pour faire un peu le cadrage Total Quadrant et le participatif chez nous. Oui, c'est une forte propension participative quand même. Merci.
On parle du projet du centre hospitalier. Eric, je pense. Oui, je vais démarrer, puis Sylvain continuera. En fait, le centre hospitalier est quand même engagé dans une démarche développement durable depuis quelques années. Et en particulier, nous, services techniques sur la transition énergétique, et on a fait différentes actions dans ce domaine. Et une des actions qui fait qu'on soit ensemble aujourd'hui, c'est de faire de l'autoconsommation d'énergie verte, autoconsommer de l'énergie verte. Donc, c'est un projet qui a été lancé il y a déjà plusieurs années, puisque c'est mi-2017. Et puis, qui a réussi à aboutir. Et vous voyez les différentes étapes après qui ont été concrétisées. Donc, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt fin 2018. L'entreprise, donc Total Quadrant, a été désignée très peu de temps après, enfin très peu de temps. Et c'était début 2019. Et parce qu'il y avait une obligation, c'était que le dossier soit envoyé à la CRE, la Commission de régulation des énergies, le 3 juin 2019 au plus tard. Donc, il a fallu, comme indiqué, que Total Quadrant lance le permis très rapidement, que les autorités l'ont fait dans les temps, nous donnent l'accord sur le permis de construire. Donc, ce qui a été fait au mois de mai pour envoyer le dossier fin mai. Et le dossier a été accepté puisque la CRE a déclaré lauréat Total Quadrant le 5 août, comme vous voyez. Et puis là, on en est en phase, le projet abouti, puisque la construction a démarré depuis le début de cette année et sera en service au début de l'été. Voilà, c'est début de l'été, moi je mettrai. Voilà, je ne sais pas, Sylvain, si vous voulez rajouter… Non, Eric, c'est très complet. Effectivement, c'est un projet qui finalement s'est monté relativement rapidement parce que vu la complexité des démarches à la fois administratives, des études au niveau technique qu'il a fallu accomplir, il y a eu un beau travail d'équipe mené à la fois par les équipes du centre hospitalier et puis par les équipes de Total Quadrant qui ont été mobilisées et qui sont mobilisées en ce moment à vos côtés pour la construction. Oui. Alors, juste ce que je voulais rajouter, c'est qu'évidemment, la crise sanitaire a fait que le projet qui aurait pu aboutir l'an dernier, en fait, a pris pas du retard, puisque c'était… mais on aurait dû normalement plutôt commencer l'an dernier, mais bon, comme tout le monde sait, il y avait d'autres priorités à gérer au niveau des centres hospitaliers. Voilà. On imagine bien. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions pour le moment. Il y en a une. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Écrivez-nous et on va vous répondre. Jean-Hubert, on a bien reçu votre question. On va vous répondre, vous allez voir. Merci. Je vous laisse continuer sur les chiffres clés. Oui, alors quelques chiffres clés de manière à donner un petit peu des éléments de compréhension aux personnes qui participent au webinaire et notamment aux salariés du centre hospitalier. Donc, il s'agit déjà d'un projet d'ampleur, des ombrières photovoltaïques sur 620 places de parking. C'est à ce jour, je pense, le plus grand projet de ce type en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est vraiment un très beau projet en termes de taille. Donc, en termes de puissance, ça fait 1,1 MW crête, donc 1800 watts crête en termes de puissance. Et ça représente un petit peu plus de 4300 panneaux solaires, donc qui vont être disposés sur des structures que l'on appelle donc des ombrières. Donc, c'est des structures métalliques qui viennent supporter les panneaux qui viennent sur le dessus un petit peu comme des chapeaux. Pour couvrir la zone, et il y aura 8 ombrières qui vont être réparties donc sur 2 îlots de parking, un îlot nord et un îlot sud. Alors, cette installation va permettre de produire 2 gigawattheures d'électricité verte par an, ce qui est tout à fait significatif parce que ça représente déjà la consommation
de 470 foyers. Et surtout, au niveau de l'hôpital, Eric en a parlé tout à l'heure, donc le gros intérêt du projet, c'est que ça va permettre que l'intégralité de la production d'électricité soit consommée par l'hôpital et ça va quand même représenter 20% de la consommation annuelle en électricité de l'hôpital. Donc, dit autrement, grâce à cette production en circuit court d'électricité, l'hôpital est capable de produire directement sur ses parkings 1/5 de ses besoins en électricité. Donc, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Derrière, du fait que l'électricité soit produite grâce au rayonnement du soleil, on va avoir également un effet positif sur des évitements d'émissions de CO2. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, on est quand même sur 137 tonnes de CO2 qui vont être évitées chaque année grâce à cette production locale. Ce sont donc des installations qui vont fonctionner pendant 30 ans, dont 20 ans sous contrat de concession. Donc ça, c'est une particularité du montage qui traduit une finesse dans le montage au niveau de l'hôpital, puisque l'hôpital a souhaité donc mettre en place un contrat de concession pendant 20 ans, de manière à ce que nous assurions donc le développement, la construction et l'exploitation pendant cette période. Et à partir de la 21e année, l'intégralité des équipements vont devenir la propriété de l'hôpital qui pourra en assurer le fonctionnement et directement bénéficier de la production d'électricité qui viendra comme une économie d'électricité. Ça sera ça en moins d'électricité à prendre sur le réseau public. Alors, les panneaux solaires, c'est une question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est des équipements qui sont recyclables? Donc oui, les panneaux solaires sont recyclables à 95%, ce qui est tout à fait remarquable quand on compare par exemple à ce qu'on sait faire aujourd'hui sur des téléphones portables ou sur d'autres équipements électriques ou électroniques. Et le projet représente, donc on le disait, projet significatif, un montant total d'investissement d'un petit peu plus de 2 millions, 2,3 millions d'euros. Alors, j'en profite, Sylvain, parce qu'il y a une question. Pardon, c'est ce que tu allais faire, Benoît. Excuse-moi. Vas-y. Il y a David qui nous demande dans quel pays sont fabriqués les panneaux et qui les distribue. Alors, les panneaux, ce qui a été présenté tout à l'heure par Eric, c'est que l'hôpital a souhaité faire un appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire qu'il y a eu une mise en concurrence d'un certain nombre d'opérateurs. Et une des raisons qui ont fait que la société Total Quadrant a été choisie, c'est la provenance des panneaux et notamment leur bilan carbone. Aujourd'hui, nous avons la chance au sein du groupe Total d'avoir notre propre marque de panneaux solaires photovoltaïques. Donc, ce sont des panneaux SunPower. Donc, le nom commercial a changé. Maintenant, c'est Maxéon, mais ça ne change rien. Donc, les bureaux de SunPower sont à la Tour Salvani, à côté de Lyon. Et les panneaux qui vont être installés proviennent de nos usines de Toulouse. Donc, aujourd'hui, les panneaux solaires, comme tout un tas de biens manufacturés, ont des composants qui viennent d'un petit peu partout. Mais l'assemblage final des panneaux est réalisé donc, dans les usines de SunPower à Toulouse. D'accord, merci. On peut continuer sur les quelques questions sur le sujet, si ça vous convient. Il y a Vincent aussi qui nous demande si d'autres hôpitaux ont été déjà équipés, peut-être d'ombrières, mais plus généralement d'équipements photovoltaïques. Moi, j'en ai un chez moi à Béziers. Exactement, même type de structure. L'hôpital de Carcassonne, qui est un peu l'équivalent de nous aussi. Tout à fait. Je sais qu'il y avait une étude sur l'hôpital de Grasse, mais je ne sais pas si ça aboutit ou pas. Vous le savez peut-être mieux que moi, ou vous n'avez pas été retenu, j'en sais rien. Je sais que voilà, il y a ces hôpitaux-là, enfin sur Carcassonne, qui est un peu plus petit en surface de panneaux, mais par contre, je ne sais pas si c'est sur le même montage avec le système de financement de la Creuse. Je ne sais pas comment a été fait le montage financier de l'opération. En tout cas, c'est quelque chose qui a déjà existé.
Oui, tout à fait. Il y a une question aussi de Monsieur Garnier qui demande si l'intégralité de l'électricité est consommée par l'hôpital, c'est-à-dire si à tout instant les besoins en électricité de l'hôpital sont supérieurs à la production de la centrale. Donc oui, c'est ce qui est vraiment très intéressant dans le projet et dans le montage technique qui a été fait, c'est que il a été dimensionné et l'hôpital est un consommateur d'électricité toute l'année, y compris en période estivale où la centrale produit le plus. C'est en été dont on n'a plus besoin d'électricité, puisque en fait c'est la climatisation de nos services spécifiques et le rafraîchissement général dans l'hôpital qui génère beaucoup de besoins, donc de création de froid, donc d'électricité. Donc quand les panneaux produisent plus, c'est là où on en a le plus besoin en fait. Donc ça tombe très bien. Super. Une autre question de Monsieur Devaucoux qui demande quelle est la puissance. S'il te plaît, Sylvain. Uniquement oui, Bernard. Bernard Devaucoux. Donc, il pose une question sur la puissance des. Oui, pardon, excusez-moi. Je suis désolé. On va dire les prénoms. Donc, voilà, Monsieur BD qui posait la question sur la puissance des panneaux. Donc, ce sont des panneaux d'une puissance de 430 watts crête. Et la particularité des panneaux SunPower, c'est que ce sont des panneaux à haut rendement. C'est-à-dire qu'on va avoir une production qui va être plus importante que d'autres panneaux de même puissance. Donc, eu égard à leur fabrication, les matériaux choisis et le positionnement dans la gamme. Super. Une dernière question sur ce sujet. Et puis après, on avance un peu sur l'orientation. Il y a Yves qui nous pose une question qui est plutôt pour Eric, du coup. L'hôpital a-t-il bien intégré le fait que les surfaces des ombrières ne seront plus disponibles pour toute extension de bâtiment? Ah, zut, on a oublié ça. Non. En fait, ceux qui connaissent l'hôpital de Châlons, en fait, on a toujours une surface foncière disponible qui s'appelle une dent creuse, en fait, qui se situe sur la partie nord de l'hôpital. Et en gros, l'établissement peut encore s'étendre de 3000 m², quoi. Donc, s'il y avait, mais ça n'est pas du tout à l'ordre du jour, et vous connaissez un peu aussi l'état des finances des établissements hospitaliers, il faudrait créer des nouveaux besoins, des nouvelles spécialités, et même avec ça, dans 3000 m², on peut quand même faire encore beaucoup de services. Donc, je dis, il n'est pas question de s'étendre plus que ça. Déjà, à l'intérieur de l'établissement tel qu'il a été construit, il y a déjà largement de quoi faire par rapport aux besoins du bassin de population au niveau de la santé. D'accord. Voilà. Et si ça devait évoluer, ça serait possible? Ah ben, on a 3000 m² d'extension possible sur une. Donc le bâtiment fait un rectangle, mais en fait à l'arrière, il y a une partie qui n'a pas été construite et qui peut l'être potentiellement s'il y avait un besoin de développer une activité plus que ce dont on a besoin actuellement. Parfait. Voilà. Et je veux dire quand même le but, ce que j'ai pas dit au début, dans la transition énergétique, si on veut construire des panneaux aussi, on a quand même toute une zone artificialisée puisqu'on n'a pratiquement aucun espace vert maintenant, on a tout utilisé en parking et le but c'est de rendre un peu plus vertueux ces parkings en mettant des panneaux dessus et de faire de l'énergie verte sur une zone qui est en enrobé, quoi. Donc le principe c'était surtout ça. Voilà. Mais on peut s'étendre s'il y a besoin. Voilà, au final. Génial. Sylvain, je te laisse continuer sur les spécificités. Oui, alors ce qui est intéressant, ce qui est notable sur ce projet, c'est que au-delà de l'aspect production d'électricité renouvelable, donc qui va être autoconsommée par l'hôpital, il y avait le souhait de la part du centre hospitalier que ce projet s'inscrive vraiment dans une démarche globale autour du développement durable et de la transition écologique et énergétique. Alors, une des traductions, c'est qu'il y avait aussi le souhait de réfléchir et d'accompagner la mise en place de mobilité douce, notamment en proposant
au personnel et aux visiteurs de l'hôpital équipés en véhicules électriques de pouvoir recharger leur véhicule pendant la journée ou pendant le temps de présence à l'hôpital. Donc, il va y avoir 6 bornes de recharge de véhicules électriques. Donc, c'est des bornes doubles, c'est-à-dire qu'il pourra y avoir 12 véhicules qui pourront être rechargés en même temps sous les ombrières photovoltaïques. Il va également y avoir l'installation de bornes de recharge de vélos électriques, ce qui peut permettre à certains salariés de venir également avec des vélos électriques, se rendre sur leur lieu de travail. Il y a eu aussi une réflexion pour donner une vocation pédagogique à ce projet et au travers d'une mesure favorisant la biodiversité qui est l'installation de nichoirs en bois pour les oiseaux, pour les chauves-souris et de mini-hôtels à insectes pour les abeilles, de pouvoir proposer des journées de sensibilisation donc à la fois aux enfants qui sont hospitalisés à William Morey, mais également aux enfants des écoles environnantes et notamment l'école Jean Lursa Bellevue qui est à proximité directe des parkings. Donc, il y aura, au travers de la participation d'écologues, d'associations, des demi-journées de sensibilisation et d'information, donc notamment aux périodes intéressantes, périodes de nichage, périodes d'activité de ces animaux. Ça permettra de faire de la sensibilité à l'environnement et d'éveiller aussi les jeunes à ce sujet très important de la protection de la biodiversité. Ensuite, l'hôpital souhaitait vraiment qu'on soigne l'insertion paysagère des ombrières qui sont des structures métalliques. Donc, il y a eu l'intégration de parties en bois de manière à améliorer l'insertion paysagère. Et ce qui est tout à fait intéressant aussi à noter dans le cadre de la conduite des travaux, c'est que le centre hospitalier s'est organisé avec d'autres centres hospitaliers de la région de manière à ce que les arbres qui ont été enlevés pour pouvoir permettre l'installation des ombrières soient replantés à d'autres endroits. Ce qui fait qu'on n'a eu aucune destruction d'arbres liés à l'opération de construction des ombrières. Dernier point, ce projet fait partie d'un certain nombre de projets qui sont importants dans le cadre de la mise en place du plan climat territorial sur le Grand Chalon. Donc, l'intercommunalité du Grand Chalon est très dynamique sur la mise en place et la promotion de solutions qui permettent la transition écologique locale, et le projet de l'hôpital répond en tout point à cet objectif. Super. Et en ce qui concerne les récupérations d'eau de pluie? Alors, on a des gouttières de récupération de l'eau qui permettent de canaliser cette eau de pluie. Et on a également, on ne l'a pas mis dans la diapositive, mais on peut le signaler, un système intelligent d'éclairage LED qui va être installé sous les ombrières. Pour compléter le propos de Sylvain sur les gouttières, en fait, l'eau des panneaux, enfin des ombrières, se déverse directement sur le parking, en fait par le biais des gouttières, c'est-à-dire qu'il y a des descentes d'eau pluviale qui après vont sur le parking, mais comme avant, c'est-à-dire qu'avant, il pleuvait directement sur l'enrobé, maintenant c'est des zones qui sont plus fines, quoi. Et derrière, on a, nous, des séparateurs hydrocarbures pour récupérer ces eaux de pluie qui peuvent être éventuellement souillées et pour se déverser après dans l'assainissement public, quoi. Voilà. Donc ça, je veux dire, ça ne change rien. On n'a pas créé un réseau enterré de récupération des eaux de pluie. Voilà, les ombrières vont sur le parking. Ça marche, merci. Il y a une question concernant la résistance des structures au vent violent et au risque de grêle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça a été bien sûr étudié en amont par un bureau d'études structure. Alors, ça se dimensionne de deux façons. Ça se dimensionne au niveau de la fondation qui est sous le pieu métallique
qui va servir de structure porteuse. Donc, il y a eu une étude de sol, une étude géotechnique qui a été réalisée avant le démarrage des travaux, de manière à bien dimensionner cette fondation. Et ensuite, le structuriste, c'est-à-dire l'entreprise qui va fournir et venir assembler la structure métallique, a réalisé et fait valider cette structure de manière à ce qu'elle réponde aux normes en vigueur, notamment aux normes par rapport aux aléas climatiques et aux risques de vent et autres phénomènes qu'on peut avoir des fois très localisés de petites tornades. Donc, c'est prévu pour résister à l'arrachement. Et par rapport au risque de grêle, donc la surface des panneaux, c'est en fait une surface en verre qui est résistant donc à la grêle. Donc, on a des centrales photovoltaïques, nous, en fonctionnement maintenant depuis plus de 10 ans. On n'a jamais eu de problème de casse suite à des épisodes de grêle. Si d'aventure il venait à y avoir de la détérioration, à ce compte-là, on ferait jouer les assurances et les panneaux seraient remplacés. Et c'est quelque chose qui reste très exceptionnel. Tout à fait. Voilà, donc il y a des assurances qui couvrent ce genre de choses. Ok. Je voulais dire, il y a un complément d'information au niveau d'Yves, donc il faut qu'on le dise. Quand on disait les hôpitaux qui avaient les ombrières, il y a l'hôpital de Nîmes aussi, donc qui a été fait partie des nouveaux élus. Il y en a plein, c'est chouette. Et Jean-Hubert, on va répondre à la fin, vous verrez. Ok, je reprends la parole du coup. Je vous parle d'Enerfip en quelques mots. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez donc autour de cette table virtuelle 3 acteurs différents. Donc, vous avez compris que Total Quadrant, leur métier, c'est de développer le projet et de le construire. L'hôpital, c'est eux qui ont commandé le projet, évidemment, et qui l'ont souhaité. Et puis, il y a Enerfip. Enerfip, nous, on est une plateforme de financement participatif dédiée aux énergies renouvelables. Donc, on est complètement indépendant de Total Quadrant. On est simplement le lien juridique entre les particuliers et la société Quadrant pour le financement. Donc, on va vous permettre d'investir dans ce projet, d'épargner dans ce projet. Et on va permettre à Quadrant d'avoir des fonds grâce à vous. Voilà. Donc, nous, on est le lien juridique, on est totalement indépendant. On existe depuis 5 ans maintenant et l'objectif d'Enerfip, ça a toujours été de permettre à chacun d'être acteur de la transition énergétique. L'objectif, c'était de se dire, on veut tous être acteurs, on veut tous faire quelque chose. Maintenant, on ne sait pas toujours quoi faire. Alors, on coupe l'eau quand on se lave les dents, on essaie d'acheter des légumes de saison, peut-être aux producteurs du coin quand c'est possible. Mais malgré tout, on fait jamais suffisamment de toute manière, et puis on ne peut pas tout faire. Donc, voilà. Et en réfléchissant, on se disait, mais finalement, notre épargne, à quoi elle sert? Comment on peut associer le développement durable et la transition énergétique? On a de l'argent de côté, il pourrait être utilisé intelligemment, cet argent, mais on ne sait jamais trop à quoi il sert. Et donc, l'objectif d'Enerfip, c'était de vous permettre d'appliquer le circuit court à l'épargne. Donc, de vous dire, vous avez un petit peu d'épargne, ou beaucoup, ça dépend des gens, à partir de 10 €, donc ce n'est pas forcément beaucoup d'épargne, et vous avez envie qu'ils servent à quelque chose, à la fois de l'économie locale et à la fois du développement durable. Et donc là, c'est vraiment exactement ce qu'on vous propose de faire, c'est-à-dire d'investir, de prêter votre épargne à un projet local. Ça vous permet aussi de soutenir les énergies renouvelables parce que plus il y a des gens qui participent et plus, par exemple, la ville de Châlons va pouvoir dire « mais regardez, ça intéresse plein de gens, les énergies renouvelables ». Ça fédère les soutiens, en fait. Les gens qui sont contre, on les entend toujours très, très bien, ils sont toujours très bien structurés, mais finalement, les gens qui soutiennent, on les entend moins. Donc, c'est un très bon moyen de soutenir cette énergie locale. Et puis, on se disait aussi que pour bien participer à la transition énergétique, finalement, il faut de la pédagogie, il faut savoir, il faut avoir des connaissances sur le sujet. Et donc, l'objectif, c'est de vous faire monter en compétences sur les énergies renouvelables. Et par exemple, aujourd'hui, vous apprenez plein de choses sur le développement, comment on développe un projet d'ombrière à l'hôpital. Vous savez qu'il y a une phase de développement, vous savez qu'il y a, on vous a parlé d'appel d'offres, on y reviendra. Vous avez, enfin voilà, vous avez plein d'informations sur ces données, sur ces sujets-là. Et moi, je suis convaincue que plus on connaît et plus on peut être acteur. Et donc voilà, c'était un peu l'objectif d'Enerfip.
regarder les questions. Je vous laisse, messieurs, m'interrompre s'il y a des questions sur le sujet. Sinon, les autres questions, on y répondra à la fin, ne vous inquiétez pas. Donc, Enerfip, ça, comme je vous l'ai dit, existe depuis 5 ans. On est maintenant 19 collaborateurs. Alors, le siège est à Montpellier. Moi, je suis à Montpellier. Maintenant, nous, nos collaborateurs, ils habitent là où ils ont envie d'habiter. Donc, on a des gens à Paris, à Chamonix, à Bayonne, à Albi aussi. Enfin bref, on a des gens un peu partout, mais le gros noyau est quand même à Montpellier. On a financé 225 projets ou un petit peu plus pour une totalité de 90 millions d'euros collectés. Et on a une base de plus de 25 000 membres, dont vous faites peut-être partie. Si vous êtes déjà inscrit sur le site. Donc, on commence à avoir un vrai écosystème de gens qui connaissent Enerfip et surtout qui agissent, en fait, qui ont envie d'être acteurs. Et ça, c'est super parce que ça nous permet de vous donner plein d'infos et pour vous de connaître les projets qui sont sur votre territoire. Juste, c'est pas très fun cette slide, mais je voulais vous en parler. En fait, nous, je vous disais qu'on était le lien juridique entre vous, les particuliers, et puis Total Quadrant. Oui, on a des agréments, on a des autorisations, on est agréé par l'autorité des marchés financiers. C'est pas des rigolos, c'est les gendarmes de la bourse. Et donc, eux, leur boulot, c'est de vérifier que vous êtes bien informés, que vous avez toutes les données nécessaires. On est immatriculé à l'ORIAS, on est immatriculé à la CPR également. Tout ça, ce sont des organismes d'État qui vous permettent de vous assurer qu'on existe, qu'on est concret. Parce que finalement, bon, là, je vous vois, mais on est un site Internet, donc c'est vrai que c'est important de vérifier qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et donc, nous, on est complètement encadré par l'autorité des marchés financiers, la CPR. Voilà. Alors maintenant, on va parler de la collecte parce que finalement, c'est ça le plus intéressant. Cette collecte, elle est sous forme d'obligations simples. Alors, qu'est-ce que c'est des obligations? Des obligations, c'est un prêt que vous faites au projet. Donc, c'est exactement comme quand la banque vous prête de l'argent pour acheter votre maison, sauf que là, c'est vous, la banque. Donc, vous prêtez de l'argent et vous récupérez des intérêts fixes, donc un taux fixe, pendant une durée fixe, et votre capital. Et donc, votre capital et vos intérêts, vous les touchez de manière régulière et récurrente et prévue. Il n'y a aucune incertitude. Vous savez à quelle date vous allez récupérer vos intérêts, à quelle date vous allez récupérer votre capital. Vous savez pendant combien de temps ça va vous rapporter des intérêts et vous savez exactement à quel taux. Donc, c'est vraiment très, très lisible et très simple pour vous, sachant qu'en plus, alors, il y a une possibilité de revendre vos obligations si vous veniez dans 2 ans à avoir besoin de vous acheter un vélo électrique. Qui sait? Vous pourriez vendre vos obligations pour récupérer votre capital. Simplement, il faut bien intégrer que ce n'est pas simple, c'est-à-dire qu'il faut trouver un acheteur au moment où vous avez envie de vendre, au prix que vous avez envie de vendre, etc. Donc, bon, c'est possible, mais ce n'est pas toujours facile. Donc, il vaut mieux se dire que votre argent est bloqué pendant la durée de l'obligation. OK? Comment ça se passe? Alors là, je ne vous ai pas encore parlé de taux, vous remarquerez. Ça, c'est l'autorité des marchés financiers. Je dois d'abord vous parler des risques. Je dois vous parler de fiscalité avant de vous parler de taux. Et c'est normal, hein, il faut que vous ayez vraiment toutes les données dans la tête, que vous ayez bien conscience de la totalité du montage. Donc, déjà, il n'y a pas de frais. Donc, on peut commencer par là. En tant qu'investisseur, vous n'avez jamais de frais sur Enerfip. À aucun moment. Donc, que vous mettiez de l'argent, que vous le récupériez, que vous vous inscriviez, que vous changez d'avis, que vous annulez, vous faites ce que vous voulez, vous avez 0 frais sur la plateforme. D'accord? Quand vous investissez, à partir du moment où vous épargnez, vous prenez un risque. La seule épargne qui n'est pas risquée, c'est le livret A, parce qu'il est garanti par l'État. On ne peut pas dire qu'il vous rapporte grand-chose en ce moment, mais lui, il est sûr, il n'y a pas de problème. Toutes les autres épargnes sont risquées, c'est normal et c'est comme ça. Il y a toujours un risque de perte en capital. Alors là, c'est extrêmement limité puisque vous avez bien compris que les ombrières allaient être construites dans très peu de temps. Si ça n'a pas déjà commencé, ça ne va pas tarder. Qu'il y a un tarif d'achat qui est garanti sur 20 ans par EDF.
Donc, on sait exactement quelle est l'électricité qui va être produite, c'est de l'autoconsommation, donc on sait que c'est l'hôpital qui va la consommer, ce qui va lui éviter de payer. Enfin bon, voilà, il y a tout un plan financier qui est extrêmement précis et fixe et qui ne peut pas changer. Donc, c'est très facile. Les risques principaux, finalement, ils sont juridiques et fiscaux parce que il peut y avoir un changement de gouvernement avec un changement de fiscalité. Donc, vos intérêts qui vous rapportent moins que ce qui était prévu. Il peut y avoir également, par exemple, un changement de gouvernement et l'interdiction de l'autoconsommation à effet rétroactif de l'énergie photovoltaïque. Bon, c'est quand même extrêmement peu probable, mais bon, on n'est jamais à l'abri. Hein. L'année dernière nous a montré qu'il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas. Il peut y avoir également, je ne sais pas, une d'EDF, peu importe. Voilà. Donc, des risques, il y en a. Ils sont extrêmement limités, mais ils existent. Donc, c'est important pour moi de vous dire de ne pas, évidemment, mettre l'ensemble de votre épargne sur le projet. Ça, je pense que ça tombe sous le sens. Cependant, c'est quand même un projet qui est hyper fiable. Ensuite, la fiscalité. Alors, la fiscalité, vous allez toucher des intérêts, comme je vous l'ai dit. Ces intérêts sont imposables. Ils sont imposables à hauteur de 30%. Ça s'appelle la flat tax. Dans ces 30%, il y a 17,2% de prélèvements sociaux. Ça, personne n'y coupe. Et il y a 12,8% d'impôt sur le revenu. Ça, c'est libératoire. Donc, soit vous payez moins que 12,8% d'impôts et dans ces cas-là, si vous n'êtes pas imposable, par exemple, vous oubliez les 12,8%. Soit vous payez beaucoup plus, par exemple 30%. Dans ces cas-là, vous ne paierez que 12,8% d'impôt sur le revenu. Voilà. Donc, au final, au pire, ce sera 30% d'impôt et au mieux, ce sera 17,2% en fonction de votre taux d'imposition. J'espère que je suis claire. C'était la slide qui n'était pas sympa. Les autres sont plus rigolos. Ensuite, comment ça se passe? Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur le site, mais il y a des phases, en fait. Hein. Il y a ce qu'a voulu l'hôpital et Quadrant, c'est donner vraiment la primeur aux salariés du centre hospitalier. Donc, il y a un mois, tout le mois d'avril, où seuls les salariés du centre vont pouvoir investir, à condition qu'ils soient résidents dans les départements du projet ou les départements limitrophes. Je les ai listés là. Vous avez l'Ain, l'Allier, la Côte d'Or, le Jura, la Loire, la Nièvre, le Rhône et la Saône-et-Loire. Donc, il faut absolument habiter dans une de ces régions pour pouvoir investir. Tous les gens qui n'habitent pas dans ces régions ou qui n'ont pas de résidence secondaire là, en tout cas pas de justificatif de domicile, ne pourront pas investir. Donc, pour le moment, c'est réservé aux salariés avec un maximum de 5 000 € par personne. Et puis, à partir du 30 avril, ça va ouvrir à la communauté d'agglomération du Grand Chalon. Du 30 avril au 21 mai, il n'y a plus d'investissement maximum. Donc, vous pouvez couvrir la collecte avec une seule souscription. Et à partir du 21 mai jusqu'au 1er juillet, ce sont tous les habitants des départements dont on a parlé qui vont pouvoir investir. Avec, dans la limite, évidemment, de la place disponible. Hein. Si la collecte est remplie le 22 mai, à partir du 22 mai, on s'arrête là. Voilà. J'espère que c'est clair jusque là. Voilà, parlons concret. On parle donc de ces obligations simples. Le taux est de 5% brut par an. Ce qui veut dire que tous les ans, vous allez récupérer vos intérêts. Alors, vous serez imposé à la source. Hein, donc, vous récupérez vos intérêts nets de 5% par an, moins les 30% d'impôts. OK? Donc, ça reste un taux qui est quand même très intéressant. La durée est de 4 ans. Et donc, pendant 4 ans, votre capital est bloqué et vous le récupérez à la fin des 4 ans. Donc, tous les ans, vous touchez vos intérêts. Et au bout des 4 ans, vous touchez la dernière annuité d'intérêt plus votre capital. Tout ça se fait au travers du livret Enerfip que vous allez créer et vous allez pouvoir les récupérer ensuite sur votre compte bancaire, sans frais. On est toujours sans frais. OK? Pas de questions sur la collecte en ligne pour l'instant? OK, je continue. Comment ça se passe pour s'inscrire et pour souscrire? Donc, vous avez, pour vous inscrire, vous allez sur enerfip.fr. Vous créez un compte. Alors, ça, c'est une adresse mail, un mot de passe, un code postal. Hein, c'est des choses relativement simples.
Et vous allez remplir un questionnaire qui n'est pas super fun, mais qui est indispensable. On parle toujours encore de l'AMF, hein, l'autorité des marchés financiers. On est conseiller en investissement participatif. On va donc vous demander vous poser des questions sur votre profil d'investisseur, sur votre épargne, etc., pour pouvoir vous conseiller derrière. On va vous demander ensuite de justifier de votre identité avec 2 pièces d'identité. Et ça, c'est important parce que ça va nous permettre de vérifier que vous n'êtes pas sur la liste anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Et ensuite, on va vous demander de justifier de votre résidence, puisqu'il y a une histoire géographique évidente. Donc, on va vous demander un avis d'impôt, je ne sais pas, une facture d'électricité ou ce genre de choses. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous allez pouvoir investir. Et vous allez pouvoir faire votre souscription. Et donc là, c'est premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que vous allez aller sur le site, vous allez sur la page du projet, vous cliquez sur « J'investis », vous décidez du montant que vous voulez investir et vous signez votre bulletin de souscription. À partir de là, vous avez bloqué votre place. Et donc, vous êtes tranquille, vous pouvez respirer. Donc, minimum 50 €, hein, maximum 5 000 pendant le premier mois si vous êtes salarié. Et puis après, plus de limite. Vous allez pouvoir créer votre investissement. Et puis ensuite, vous allez pouvoir payer, évidemment, soit par carte bleue, soit par virement, dans les 10 jours qui suivent la signature du bulletin de souscription. OK. Je ne vois pas les questions, donc je vous laisse me dire s'il y a des… Pour le moment, c'est bon, il y en a, mais qui sont… seront pour tout à l'heure. Voir après, je pense. Ouais. D'accord, super. Dernière petite chose, vous allez pouvoir ouvrir des livrets pour les mineurs. C'est chouette de pouvoir investir pour ses enfants. Enfin, moi, je le fais beaucoup. Je trouve que c'est bien. D'abord, ça permet, quand ils sont un peu grands, de les sensibiliser, d'en parler avec eux, de parler des énergies renouvelables, de parler des taux, tout ça. Moi, ma fille, elle est en 6e, elle se régale avec les pourcentages et les machins. Enfin, en fait, elle n'aime pas ça, mais justement, c'est concret, on peut en parler. Vous avez également un code parrain qui est accessible depuis votre livret et qui vous permet de parrainer des copains. Et si vous parrainez ces personnes, vous gagnez 20 € à leur premier investissement. C'est toujours ça de prix. Oui, je parle des résidences secondaires parce que pour la 3e phase, la phase ouverte à tous les départements, vous pouvez peut-être habiter à Montpellier et avoir une résidence secondaire dans l'Ain. Et dans ces cas-là, vous pourrez investir. Et puis, vous pouvez investir en tant que personne morale. Et ça, n'hésitez pas à m'appeler. Si vous avez des questions sur le sujet, on en parlera ensemble. Ensuite, dernière chose, on a un super service client. On répond à vos questions, à vos mails. N'hésitez pas. Évidemment, là, aujourd'hui, on va répondre à vos questions en direct. Et pendant que vous êtes devant votre ordinateur, si vous avez un doute, si vous galérez parce que vous ne savez pas où cliquer, s'il y a quoi que ce soit, vous nous appelez et on est là pour vous répondre. Et vraiment, c'est avec plaisir. Vous aurez de toute manière, quand vous vous serez inscrit, une conseillère attitrée. Alors, ça pourra être Valérie, Maëva ou moi. Ça dépend. Et donc, à partir de là, ça sera toujours avec la même personne, plus ou moins, que vous allez échanger. Évidemment, si l'une d'entre nous est en vacances, les autres prennent le relais, hein, mais au moins, vous avez toujours plus ou moins le même interlocuteur. N'hésitez pas, ça marche plutôt pas mal. Voilà. Le numéro de téléphone est partout sur la présentation là et sur le site internet, évidemment. Voilà. Donc, je vous propose de nous lancer dans les questions-réponses. Oh, elle a duré longtemps, notre présentation, disons. Elle était vachement plus longue que d'habitude. Vous avez vu des questions auxquelles vous souhaitiez répondre plus rapidement? Il y en a beaucoup. Après, en termes d'urgence, je ne sais pas. Sur, par exemple, est-ce que le plafond qu'on a mentionné des 5 000 € pour le personnel de l'hôpital, c'est par personne ou par foyer? C'est par personne. Oui, exactement. Donc, pour répondre à la question finale, un couple de l'hôpital peut-il investir 10 000 €? Donc, la réponse est oui. Oui, tout à fait. Il faudra s'inscrire 2 fois, enfin, faire 2 livrets NAFIP avec 2 adresses mail différentes, mais tout à fait, vous pouvez investir ça coûte cher. À condition d'être tous les 2 salariés. Hein. Le taux net, ça fait 5% moins 30. Donc, quel est le taux net? Ça fait plus ou moins 3,5%. 3,5%. 3,5% net dans la poche. Si vous êtes imposé à plus de 12,8 d'impôt sur le revenu. Hein.
Si vous n'êtes pas imposable ou si vous êtes imposé à moins, le taux sera plus. Ça fera 17. J'avais une question, je vais la prendre, de Paul, sur le financement à l'air bouclé. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Donc, en gros, sur cette société, il va y avoir quoi? Il va y avoir 3 apporteurs de fonds. Ça va être l'apporteur, la banque, donc on va dire la version classique. Il va y avoir Total Quadrant, nous, nos fonds qu'on a investis dans la société. Et enfin, il y aura le 3e apporteur de fonds qui est les prêteurs, donc qui est vous. Voilà. Donc cet argent, oui, reste bien entendu dans la société du projet de l'hôpital et ne va pas dans des puits de pétrole à moyen terme et à long terme non plus, je pense. Oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, il y a une société projet du centre hospitalier qui est détenue à 100% par Quadrant, mais dans lequel vous allez investir. Donc, vous investissez vraiment directement dans les ombrières et même pas dans Quadrant, donc encore moins dans Total, mais directement dans les ombrières. Donc, votre argent, il est vraiment directement impliqué dans le projet. Alors, on peut peut-être parler, Benoît, du besoin, parce que la première question, c'était ça aussi, du besoin de fonds de Quadrant pour… en fait, vous n'avez pas vraiment besoin de fonds propres. On peut peut-être parler de l'appel d'offres, de pourquoi vous faites du financement participatif. Oui, je ne sais plus si tu l'as mentionné. En fait, c'est mentionné très bien sur le site internet. L'État propose, quand notre société de projet est lauréat de l'appel d'offres, propose de bonifier notre tarif de revente d'électricité de 1 € du mégawattheure. La condition pour cette bonification de 1 €, donc c'est 1 €, vous l'avez compris, c'est donc cette société de projet qui le gagne. La condition, c'est de faire du financement participatif avec des riverains du projet. Voilà. Donc c'est pas un besoin d'argent, c'est un moyen d'avoir un tarif d'achat de l'électricité plus intéressant en fait. Voilà, c'est ça. D'où le financement participatif. Voilà, il faut bien intégrer que là c'est sur 4 ans. Le tarif d'achat, il est garanti sur 20. Et donc, même si il y a évidemment, ça coûte un peu plus cher que d'emprunter l'argent à la banque, ça reste très intéressant parce que ça permet d'avoir une bonification du tarif. Et puis, ça permet d'impliquer les particuliers localement. Et ça, ça a un vrai avantage humain parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça permet de fédérer, d'impliquer les gens, ça donne une excuse pour parler du projet, pour que vous sachiez. Parce que si vous êtes salarié de l'hôpital et que vous vous garez sous les ombrières tous les jours, bon, ben voilà, on fait tous, hein, on voit des trucs, on n'y réfléchit pas. Mais là, au moins, vous savez à quoi ça sert, vous savez quel est l'avantage pour l'hôpital, vous savez qu'à vous, ça vous rapporte de l'argent. Donc, pour le coup, ça a vachement plus d'impact sur votre quotidien, quoi. Donc, c'est important. Et pour compléter la demande de Paul qui disait si l'hôpital bénéficie du budget participatif, ben bien sûr, enfin, vous avez compris, je pense maintenant que non. Nous, l'intérêt qu'on a, donc je vous ai expliqué, nous, l'intérêt sur la transition énergétique, et c'est surtout après au niveau des gains financiers qu'on aura, c'est plutôt des gains sur la TURP, la taxe d'utilisation du réseau électrique, où on va gagner à peu près, puisque les 20% que va nous fournir les panneaux, en fait, ça va être 20% qui ne viendra pas par le réseau Enedis classique. Et en gros, on gagnera entre 30 et 40 000 € par an de cette taxe, en fait, qu'on n'aura plus à payer, puisqu'on nous livrera plus que 80% de notre besoin d'électricité. Voilà, donc c'est là notre principal gain. Il y a aussi un loyer que nous paye Total Quadrant annuel, et puis aussi, on n'a pas financé ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, comme les bornes pour les voitures ou des autres des autres comme ça qui sont intéressants. Et pour répondre toujours à Paul, donc on a effectivement
nous embauchons à l'hôpital, alors je profite de ça. Donc, envoyez votre CV, il faut le faire rapidement. Et je vous ne pas mon temps du temps. Voilà, si ça peut le faire, mais il faut le faire dans le mois, donc c'est très rapide. Donc, prenez rendez-vous et on vous embauche, si vous voulez. Voilà. Mais je prends 2%, hein, c'est ce que je vous ai écrit. Hein, donc, il ne vous restera plus qu'à 0,5%, hein, si on a bien compris. Voilà. Et il y avait également une question de Vincent par rapport à ce que représentait la participation citoyenne dans le projet global. Donc, on est sur de l'ordre de 10%, hein, comme l'a expliqué Benoît à l'instant, par rapport aux 3 sources de financement qu'on va avoir au niveau de la société de projet. Donc, le montant total du financement participatif est de l'ordre de 10% par rapport au budget total du projet. Super, donc, merci, si vous calculez vite, donc il y a 250 000 € que l'on recherche par le financement participatif. Donc, ça veut dire que le montant du projet total est plus ou moins de 2,5 millions d'euros sur la ville, quoi. Ok, super. Il y a peut-être une dernière question de Vincent. Quelles sont les faiblesses du projet, du point de vue de l'opérateur comme des financiers? C'est une bonne question. Je ne sais pas trop quoi répondre, je dois avouer. Est-ce que vous avez des… En étant tout à fait objectif, il n'y en a pas beaucoup de faiblesses. Hein. Sincèrement, hein, c'est vraiment un beau projet. Au niveau du montage, je pense qu'on est vraiment sur un format gagnant-gagnant dans le cadre du partenariat qu'on a avec l'hôpital. Le centre hospitalier représenté par Eric a très bien négocié la relation commerciale, le contrat de concession que l'on a. Donc, je trouve qu'on a une répartition des richesses et des bénéfices sur ce projet qui est vraiment très équilibré. Il y a des petits inconvénients pratico-pratiques, on en parle souvent avec Eric, c'est la façon et le temps pendant lequel on occupe les parkings, parce qu'il est vrai que pendant qu'on construit ces ombrières, ça crée un petit peu des difficultés de stationnement. Donc l'hôpital a très bien géré en louant des places juste à côté au niveau de la Croix-Rouge pour mettre une solution temporaire à disposition des salariés et des visiteurs. Mais ce qu'il faut se dire, voilà, c'est quelques semaines, quelques mois de désagrément et après, c'est 30 ans minimum d'ensoleillement. Bon, ça reste Chalon, hein. Moi je suis à Montpellier en termes d'ensoleillement. Bon. C'est pareil, désolé. Vous savez, dans pas longtemps, on nous annonce le climat d'Avignon à Chalon-sur-Saône. Hein. Ah oui, c'est vrai. Il fait très bon vivre à Chalon-sur-Saône, hein, vous savez. Oui, je sais. J'ai une question intéressante d'Hervé. Si la rentabilité n'est pas au rendez-vous, puis-je démonter des panneaux pour les installer chez moi? Il y a des voyous à l'hôpital. Donc ça s'appelle voler autrui. C'est pas bien. C'est très dangereux. Hervé, c'est très dangereux. C'est des équipements sous haute tension. C'est très dangereux. Alors, de le faire. Deuxièmement, on va en prison. Deuxièmement, on peut s'électrocuter. C'est pas génial non plus. Non, mais… Et troisièmement, alors il y a le côté propriété. Je comprends peut-être un message caché derrière tout ça. Dans certains projets, on dit qu'on fait du financement participatif, c'est-à-dire on va posséder une partie du projet. Donc, si je possède, potentiellement, il y a un panneau, c'est à moi, quoi. Ce que je comprendrais pour faire un raccourci. Ici, c'est pas de la possession, c'est un prêt, comme l'a dit Pauline, c'est-à-dire je prête à cette société de l'argent. Le prêt ne fait pas souvent la possession et donc encore moins d'aller s'approprier les choses. Et puis en plus, je crois que ce n'est pas les mêmes panneaux. Il me semble que techniquement, c'est quand même… Ah si, il pourrait marcher chez vous, je pense. Si, il n'y a aucun souci là-dessus. Non, c'est des panneaux qui peuvent tout à fait se retrouver sur des toitures d'habitation. Ou sur des Hervé, on a votre nom, Hervé, on vous retrouvera. Mais il y a une enquête. Déjà trouvé, Hervé, et étant donné qu'il fait partie de l'établissement, il sait très bien où on peut couper le jus des panneaux et à ce moment-là, il peut se servir. Donc, il faut lui dire que c'est bien ancré tous les panneaux et c'est pas démontable en fait. Hein. Pendant 20 ans, ça peut pas se démonter. Il faut lui expliquer, hein, parce que. C'est génial comme idée. Bon, écoutez, c'est formidable tout ça. J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour de toutes vos questions. J'espère que ça vous a éclairé, si vous me passez le jeu de mots.
Et que... Hervé, on va pouvoir l'embaucher. Il a l'habilitation électrique en plus. Et Zoé, alors il y a tout ce qu'il faut. Il va faire le plein de gratuitement maintenant. C'est génial. Bon, c'est chouette. Et écoutez, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil si vous avez d'autres questions sur le projet. Vous allez pouvoir consulter les replays très rapidement de cette collecte. En termes de... Ouais, Pauline, je suis en train de regarder. J'ai pas les... À quelle heure l'ouverture des souscriptions? Pour les salariés de l'hôpital, c'est au 1er avril. Voilà. À 12h30, c'est fait. Et après, il faut aller sur le site. Alors, ça sera toujours à 12h30. Et donc, en termes de date… Le 30 avril, c'est pour les personnes sur l'agglomération du Grand Chalon. Oui, du Grand Chalon, oui. Voilà. Et la troisième phase, le 21 mai, ça sera pour les personnes qui résident dans les départements l'Ain, l'Allier, Côte d'Or, Jura, Loire, Nièvre, Rhône et Saône-et-Loire, bien entendu. Voilà. Voilà. Super. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous connaissez le chemin maintenant. Et puis, à souscrire si vous le souhaitez. On espère que ça vous a intéressé. On espère que vous avez amélioré vos connaissances sur le sujet. Et puis, n'hésitez surtout pas à nous passer un coup de fil si vous avez des questions. Voilà. En tout cas, merci Benoît. Merci Sylvain et merci Eric. Merci Pauline. Merci. Et puis, à bientôt. J'espère. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.